Bonjour, dans cette deuxième séquence vidéo, nous allons nous intéresser à l'analyse fréquentielle de la parole, donc qui est beaucoup plus compliquée que l'analyse temporelle, donc on a plus de choses à dire en tout cas. Je vais couper ma vidéo. Euh, donc, analyse spectrale, d'abord pour les sons voisés, alors ça va être, vous allez voir, très simple, on a déjà vu ça, c'est une combinaison de sinusoïdes, donc les sons voisés, on génère un train d'impulsion avec les cordes vocales à la fréquence fondamentale qui est donc propre à chacun d'entre nous, le pitch, et les harmoniques associées pour générer par exemple le on. Voilà, c'est un son nasal. Vous voyez, le on, ça sort à la fois par la bouche et par le nez, si vous entendez. Et voici le en temps, ce que ça donne, et voici en temps pour un son non voisé qui est donc un bruit quasi aléatoire. Donc comment ça se passe pour le spectre? Donc d'abord le spectre d'un son voisé. Alors on peut le calculer très simplement comme on fait d'habitude sur euh, un signal donc déterministe. Il suffit donc on peut mettre en place des équations, calculer la transformée de Fourier et le représenter euh, directement en fonction de la fréquence. Mais on travaillera plutôt avec ce qu'on appelle la PCD, hein, Power Spectral Density, donc en anglais ou en français densité spectrale de puissance, la DSP. Qu'est-ce que cela représente? C'est la répartition fréquentielle de la puissance d'un signal suivant donc, toutes les fréquences qui existent dans ce signal-là. Et pour un signal déterministe, c'est pas compliqué, il suffit de prendre la transformée de Fourier discrète qu'on a calculée et on prend le carré et ça nous donne la densité spectrale de puissance qu'on représente en décibels ici. Vous voyez, pour le signal E, voilà la densité spectrale de puissance. Donc on appelle ça également un spectre de raies. Vous voyez les différentes raies, la fondamentale, le pitch, la première harmonique, la deuxième harmonique, etc. Donc on a un certain nombre de raies spectrales qui correspond à ce signal qui est le E. C'est un peu plus compliqué pour les sons non voisés, qui ne sont pas des signaux déterministes. Donc, on va calculer des statistiques sur ces signaux. Et si vous calculez directement le spectre avec une transformée de Fourier discrète, vous allez trouver un spectre. Et quand vous calculez la DFT sur une autre réalisation de ce signal aléatoire, vous allez tomber sur un autre spectre. Donc, on ne peut pas calculer le spectre d'un signal aléatoire avec directement la transformée de Fourier calculée sur une réalisation. Parce que pour chaque réalisation, le spectre sera différent. Et donc, du coup, la densité spectrale de puissance n'est pas égale donc à la transformée de Fourier discrète au carré, évidemment. Donc, pour caractériser ce type de spectre de signal aléatoire, on va donc faire appel à des lois statistiques, et notamment, on peut montrer que la densité spectrale de puissance, ce n'est que la transformée de Fourier discrète de la fonction d'autocorrélation de ce signal aléatoire. Donc on calculera d'abord la fonction d'autocorrélation de ce signal aléatoire, puis ensuite on prendra sa transformée de Fourier discrète pour avoir la densité spectrale de puissance de signaux qu'on appelle donc aléatoires. Donc comment se présentent ces signaux aléatoires? Voici un signal de ce type. Bon, selon spectre sera assez catastrophique. Non utilisable, on va dire. Donc, on va travailler directement avec, donc on peut calculer la fonction d'autocorrélation ici. Donc, normalement, si le signal est aléatoire, il se ressemble à lui-même, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire quand on ne le décale pas l'un par rapport à l'autre. Si on décale, parce que c'est un produit scalaire, hein, la fonction d'autocorrélation entre le signal et le même signal, entre le signal et lui-même, et dès qu'on décale d'un cran, bah, la fonction d'autocorrélation va s'annuler. Donc la fonction d'autocorrélation est réduite à un Dirac, à une impulsion unité, si on est en discret. C'est normal, c'est un signal aléatoire, il n'est pas corrélé. Les échantillons qui se suivent ne sont pas corrélés. Et ça se traduit, si on calcule le spectre, dans une Fourier discrète, par une densité spectrale de puissance où toutes les fréquences sont
représentées avec la même puissance et toutes les fréquences sont présentes dans ce signal-là. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un bruit blanc, comme à l'image de la lumière blanche, donc toutes les fréquences sont présentes. Voilà. Donc ça, c'est quand on a un signal purement aléatoire. Bon. Quel est maintenant le cas de nos signaux non voisés? Ils ne sont pas purement aléatoires. La preuve, quand vous entendez un ch, ce n'est pas un souffle, ça veut dire quelque chose, donc c'est audible. Ça veut dire que ce qui s'est passé, c'est que le souffle, même si les cordes vocales ne bougent pas, a été modélisé, a été modulé, a probablement été filtré par les différentes cavités ici qui ont été traversées. Et le spectre, donc si on mesure, si on calcule la densité spectrale de puissance de ce signal non voisé, on va trouver un spectre qui n'est pas uniforme. Donc toutes les fréquences ne sont plus présentes avec la même puissance. Donc il y a ce qu'on appelle une signature spectrale que vous voyez ici, avec un certain nombre de résonances. D'accord? Donc vous voyez que là, on n'est plus en présence d'un signal purement aléatoire. Ce signal-là, on va l'appeler, on appelle ça un signal coloré, dans le sens où certaines fréquences ont disparu et ce n'est plus donc un bruit blanc, comme ce n'est plus une lumière blanche, c'est une lumière, donc c'est quelque chose qui est coloré. Et donc, si on calculait la fonction d'autocorrélation de ce signal-là, ce ne sera pas une impulsion unité pure, mais ce sera une impulsion unité. Et quand on décale le signal l'un par rapport à l'autre, donc il va y avoir un peu de corrélation qui va exister. Donc c'est une corrélation résiduelle. Donc la fonction d'autocorrélation n'est pas une impulsion unité. Donc il y a de la cohérence dans les échantillons temporels qui se suivent. Donc ça, c'est important à noter. Bon, dans la pratique, comme je vous l'ai dit, on peut calculer la fonction d'autocorrélation d'un signal aléatoire, comme celui-là, son non basé, puis ensuite calculer sa transformée de Fourier pour avoir la densité spectrale de puissance. On va faire autrement dans la pratique, et pour ce faire, on va donc prendre deux hypothèses. La première hypothèse, on avait déjà parlé dans la première vidéo, un signal de parole n'est pas stationnaire. Par contre, l'hypothèse de stationnarité est vérifiée si on reste dans un phonème. La propriété statistique du signal lors d'un phonème ne change pas. Donc on est stationnaire dans un phonème pendant la durée d'un phonème. Et de plus, on a la notion d'ergodicité également. Donc dans la durée d'un phonème, on va faire l'hypothèse que nous sommes également en présence d'un signal ergodique. Si on définit rapidement ce que c'est que l'ergodicité, pour rappel, c'est l'évolution. Ça veut dire que l'évolution d'un signal aléatoire au cours du temps apporte la même information que l'ensemble de réalisations. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir n réalisations de votre phonème ch, donc il suffit d'en avoir une de réalisation et de l'étudier statistiquement, d'étudier ses lois statistiques pendant la durée de ce phonème et pour retrouver les mêmes infos qu'ici on avait n réalisations de cette information qui est donc le phonème ch. Dans ce cas précis, dans un phonème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la transformée de Fourier discrète, non pas sur plusieurs ch, mais on va le faire sur une seule réalisation donc, de ce phonème ch, et on va calculer la transformée de Fourier avec des fenêtres glissantes. Comme on voit dans cet exemple ici, ça va se faire de cette manière-là. Donc on a une réalisation ici du signal aléatoire et on va travailler avec nos transformées de Fourier glissantes. Donc c'est comme si on avait ici des sous-réalisations, donc une fenêtre temporelle comme une sous-réalisation. Donc on a comme si on avait plusieurs réalisations dans la même. Donc on va calculer une transformée de Fourier ici au carré, une autre au carré, une autre au carré. On va faire la moyenne des transformées de Fourier calculées dans des fenêtres réduites comme des sous-réalisations. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avec la transformée de Fourier glissante dans la partie mathématique pour le signal de ce module traitement d'image et parole.
Donc, c'est comme ça qu'on va obtenir la densité spectrale de puissance des signaux voisés ou non voisés. Donc, les deux marcheront très bien, notamment avec la méthode de Welch qu'on a vue dans un TP MATLAB pour calculer la transformée de Fourier au carré sur des fenêtres glissantes, puis faire la moyenne de ces transformées de Fourier au carré. Voilà donc comment on va faire pour calculer la DSP d'un signal de parole lors d'un phonème. Le spectrogramme est également un outil donc pour analyser la parole. Ici, on a donc une phrase de 3 secondes qui dit « Saurez-vous répondre à ces questions si difficiles ?» Avec MATLAB, une seule ligne permet donc de visualiser le spectrogramme, ici avec les paramètres qui sont marqués là. Qu'est-ce qu'on visualise? On a un plan temps-fréquence, comme on l'a déjà vu dans la partie masse, avec l'axe des X, les temps, et la fréquence ici. Les temps, on a la durée de la phrase, 3 secondes. En fréquence, nous avons la fréquence maximale ici. On est échantillonné à 44 100 Hz. Donc ici, vous êtes à 22 kg 550 Hz. Et donc, on visualise avec la fausse couleur le module du spectre en fonction du temps. Donc, si c'est bleu, c'est des coefs tout petits. Si c'est orange ou rouge, c'est des coefs qui sont importants. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut regarder à un instant donné, pendant une fenêtre temporelle courte, et on voit bien que ici le spectre, par exemple, de ce phonème-là est très très riche, alors que le phonème d'avant, c'est peut-être aussi le silence, donc, où il n'y a quasiment pas de coefficients spectraux à ce temps-là. Et donc, vous voyez ici, à travers le temps, différentes signatures spectrales pour différents phonèmes. Et donc, on voit que certaines vont plus haut en fréquence que d'autres, etc. Donc, spectrogramme, outil très efficace pour analyser le signal de parole. On continue dans les définitions. Donc, si on a ici toujours la densité spectrale de puissance de E, nous avons ici le spectre de Ré. On va tracer le gabarit spectral ici en vert et nous allons définir ce qu'on appelle des formants. Un formant, par exemple, ici on en a un, donc c'est une résonance avec une fréquence centrale qui ici, par exemple, va passer donc au maximum. On va prendre le maximum de ce gabarit, de cette résonance, et on va regarder la fréquence centrale de ce formant qui se trouve par là. Ici, on en a une autre, ici, on en a une autre, etc. Donc, on a ici un certain nombre de formants. Donc, ça, c'est un premier formant, un deuxième, un troisième, un quatrième, donc 4 résonances. Et donc, on va pouvoir utiliser ceci pour éventuellement, un peu plus tard, synthétiser un phonème avec, en générant 4 résonances fréquentielles. On peut montrer à travers ici une population donc, féminine, ici une population donc, masculine. Prenons par exemple la population féminine. On peut dire qu'en connaissant les formants, les 3 premiers formants, par exemple I, ici centré en 306 Hz, etc., on peut identifier le phonème qui est prononcé en regardant uniquement les 3 premiers formants de ce gabarit spectral. Ici, dans cet exemple, donc ce serait ce premier formant-là, ce deuxième et ce troisième. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour la partie analyse spectrale de son voisé ou de son non voisé. Et dans la troisième et dernière vidéo concernant la partie parole, avant de commencer le codage de la parole, je vais vous expliquer comment on synthétise un phonème. Mais on va voir que ça va être on va utiliser ce gabarit spectral pour générer utiliser des résonateurs pour générer notamment 3 formants, parce qu'on a dit que 3 formants étaient suffisants pour identifier le son voisé, un son non voisé.